Madame, Monsieur, bonsoir. Stéphane séjourné au Maroc. La France est-elle bien partie pour reconstruire une relation de confiance avec Rabat? C'est notre question d'actu ce soir. En conférence de presse et au sujet du Sahara marocain, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a plaidé pour une solution juste, durable, pragmatique et engageant, je cite, toutes les parties prenantes. Et d'ajouter, et c'est là où cela devient intéressant, il est désormais temps d'avancer, j'y veillerai personnellement. Dixit donc, monsieur Séjourné, dont la visite au Maroc intervient une semaine après la réception à l'Élysée de leurs Altesses royales, les princesses Lala Asma, Lala Myriam et Lala Hasna, par la première dame Brigitte Macron. La diplomatie familiale est d'usage pour relancer le dialogue et réchauffer les relations entre les deux ou entre les pays. Mais en revanche, réinventer le dialogue franco-marocain peut prendre plusieurs formes. D'abord politique, avec la question fondamentale du Sahara marocain à régler une fois pour toutes et en toute transparence côté français. Et une diplomatie économique aussi. Et d'ailleurs, Stéphane Séjourné a déclaré vouloir se projeter dans un partenariat pour les 30 ans à venir avec le Maroc. Rappelons que Bruno Le Maire a annoncé sa visite au Royaume pour avril prochain. Et les enjeux ne sont pas anodins puisque 1300 filiales françaises sont présentes au Maroc, ce qui en fait la première destination des investissements directs étrangers français en Afrique. Et en parlant de France en Afrique, la diplomatie macronienne est-elle en train de muer? Pour répondre à ces questions d'actualité, j'accueille pour le débat de ce soir professeur Mostafa Srimi. Bonsoir, professeur Srimi. Bonsoir. Et puis c'est un plaisir de l'accueillir pour la première fois sur le plateau de questions d'actu. Vous le connaissez, il passe souvent avec nous en distanciel depuis Abu Dhabi. Nous avons la joie de l'accueillir sur le plateau de questions d'actu ici à Rabat. Mohamed Badil Yatioui, docteur Mohamed Badil Yatioui, bonsoir et bienvenue à Rabat, bienvenue chez vous au Maroc. Bonsoir et merci pour cette invitation. Un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est pour nous. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de Défense, donc à Abu Dhabi. Et puis un plaisir aussi de l'accueillir depuis Paris, Mostafa Tossa, notre confrère et analyste politique. Bonsoir Mostafa, merci à vous également de vous joindre à nous depuis Paris. Bonsoir Khadija, bonsoir à tout le monde. Nous allons peut-être commencer par écouter un extrait de la déclaration du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné. Donc, c'était pendant la conférence de presse un peu plus tôt cet après-midi. Nous l'écoutons et nous allons commenter la déclaration de Stéphane Séjourné. Le Maroc peut compter sur la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui, mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points. Et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. Et il y veillera personnellement. Mostafa Srimi, un commentaire d'abord à chaud sur cette déclaration de Stéphane Séjourné. D'abord, peut-être reprendre l'agenda, si vous le permettez. Il y a la visite du ministre français des Affaires étrangères au Maroc. Ça n'est pas ordinaire, compte tenu des relations tendues que les deux pays ont connues depuis plus de 2 ans. Il faut le dire, il faut rappeler à nos téléspectateurs que les choses sont en train de se normaliser. Tout le monde sait que le contexte est tendu. Enfin, je veux dire, on n'a même pas besoin de rappeler. Oui, mais il faut le dire quand même. C'est un acte. Je veux dire, même le ton adopté par Stéphane Séjourné dans sa déclaration, on sent que, ben voilà, il y a attention, on essaie un peu. Voilà, il y a des actes. Oui. Vous avez fait référence à un certain nombre d'actes. Les 3 princesses royales qui ont été reçues par la première dame de France, Brigitte Macron. Il y a les déclarations de ce même ministre des Affaires étrangères qui avait dit qu'il y a 3 semaines,
Il a dit que le président Macron l'avait chargé de suivre personnellement le processus de normalisation le 14 février, oui. avec les deux pays. Il y a la nomination d'une ambassadrice à Paris, alors que le poste était vacant depuis plus d'1 an. Un ambassadeur aussi français qui a été nommé en décembre dernier. Donc voilà, c'est par touches successives, si je puis dire, que paraît s'amorcer un processus de normalisation, peut-être de réchauffement. Avec cette réserve, si vous permettez, je formule l'hypothèse, on verra si je me trompe à l'avenir, mais je me trompe souvent, vous le savez, les relations entre les deux pays, quelles qu'elles soient dans un avenir prévisible, ne seront plus jamais les mêmes par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, pour des raisons connues, etc., parce que, ne serait-ce qu'il y a un contentieux qui a été créé, etc., vous le savez, il y a quand même, je dois le dire, il y a quand même les prises de... Vous savez, la parole du ministre des Affaires étrangères français reste problématique. C'est ce même ministre, moi je peux le dire, c'est ce même ministre des Affaires étrangères qui, voici 13 mois, au Parlement européen, il dirigeait le groupe parlementaire macronien, Renew, etc., et qui avait été à la manœuvre pour faire adopter une résolution extrêmement critique, une en février, une en janvier, une en février. Deux résolutions. Et non, c'est parce que... Bon, si vous évoquez cela, parce que je voulais l'évoquer avec vous justement tout à l'heure, mais lui, il insiste, et devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, c'était le 14 février, il a insisté, il a déclaré qu'il voulait construire petit à petit cette confiance. Vous permettez que je continue pour dire que c'est ce même interlocuteur que nous recevons. Ce même eurodéputé, avant qu'il soit ministre des Affaires étrangères, était à la barre pour mener une campagne activiste sur 2 dossiers, le problème des droits de l'homme, le problème des droits de l'homme au Maroc et dans les provinces sahariennes, et l'implication du Maroc dans ce qui avait été appelé le Maroc Gate. C'est vous dire qu'il est venu ici avec un profil bas. Et la difficulté pour nous Marocains, et je pense pour notre diplomatie, mais je ne parle pas pour la diplomatie, je parle pour l'opinion publique, c'est que c'est difficile de donner crédit à une telle parole officielle. Cela dit, maintenant je réponds à votre question, il y a un acte, et le Maroc s'en félicite, un acte diplomatique qui est la présence et la visite de ce ministre des Affaires étrangères français, avec ces déclarations, si vous le permettez, me laissent interrogatif, mais je vais y revenir. C'est sûr, c'est sûr, parce que du coup, là, vous avez planté le suspense. Bon, Mohamed Badiliati, oui, partagez-vous justement cette analyse, ce côté assez prudent dans l'analyse de M. Sehimi? Oui, je suis d'accord avec le professeur Sehimi sur tous les éléments qu'il a avancés. Je rajouterai quelques petits éléments. Dans la manière de s'exprimer du ministre français, on voit qu'il y a une volonté de rassurer le Maroc et les Marocains, ce qui, à mon avis, était aussi une erreur de stratégie en termes de communication. Il aurait dû venir, s'il voulait vraiment rétablir de bonnes relations, bien que je suis d'accord avec le professeur Sehimi, ne seront plus jamais les mêmes, mais il faut bien ouvrir un nouveau chapitre et aller de l'avant, mais avec des éléments concrets. Il se contente de dire que la France a toujours soutenu le plan d'autonomie, etc., mais ça, on l'entend depuis 2007. Donc il n'y a rien de nouveau. Et je pense que là, c'est la limite de la volonté du président Macron et de son ministre des Affaires étrangères d'établir de nouvelles relations ou un nouveau chapitre, c'est qu'en fait, il n'y a rien de concret. On est là avec des éléments de communication, avec une volonté de réchauffer les relations, de rassurer, mais il n'y a rien sur la table. Et on sait très bien que... Il y a des promesses, hein. Il y a une promesse qu'il allait... Parce qu'il dit, il est désormais temps d'avancer, j'y veillerai personnellement. Mais vous savez ce qu'on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui. Donc, voilà, il faut avoir envie d'y croire. Moi, personnellement, je reste assez circonspect et dubitatif. Quand on connaît, on va dire, le background de cette personne, il ne faut jamais insulter l'avenir. Aujourd'hui, il a une nouvelle fonction, il est ministre des Affaires étrangères d'un pays important, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, donc qui a une puissance nucléaire malgré tout, donc il faut garder, on va dire, de la mesure. Maintenant, les choses
sont ce qu'elles sont et il va falloir aller de l'avant. Et je pense aussi qu'ils se rendent compte, non pas uniquement M. Séjourné, mais l'ensemble de l'exécutif français, en premier lieu le président Macron, qu'un certain nombre d'autres partenaires sont en train de s'implanter au Maroc sur tout un tas de sujets économiques, stratégiques au sens très large. Exact. Et c'est un problème pour la France, beaucoup plus que pour le Maroc à ce niveau-là. Donc à voir comment ça va avancer. Je suis très curieuse d'écouter l'analyse de Mustapha Tossa. Oui, Khadija. Alors, je partage un petit peu ce qui a été dit sur le plateau sur la manière avec laquelle Stéphane Séjourné a communiqué lors de cette conférence de presse. Ce qu'il faut dire, et le professeur Sahimi l'a rappelé, l'a si bien rappelé, c'est que Stéphane Séjourné avait beaucoup de choses à se faire pardonner par les autorités marocaines. Et il y a à peine quelques mois, il était une cheville ouvrière très activiste dans le vote, dans la fabrication et le vote de résolutions résolument anti-marocaines. Donc, en venant dans ce contexte-là, il avait quelque chose à se reprocher. D'ailleurs, on le voyait sur les mots utilisés, sur le body language, comme on dit en anglais, sa manière de parler. Il y avait une espèce de culpabilité à expurger d'une manière ou d'une autre. De mea culpa envoyé aux Marocains, parce que c'est un nouveau chapitre qui commence. Alors, sur le plan du contenu, effectivement, le ministre, et ça je contredis un petit peu le professeur qui a parlé là maintenant. On ne s'attendait pas. Oui, monsieur Yati, on ne s'attendait pas du tout, et d'ailleurs même les Marocains ne s'attendaient pas à ce que Stéphane Séjourné débarque à Rabat et dise le Sahara est marocain. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une démarche à la Trump. On s'attendait à ce qu'il envoie des signaux, des indications selon lesquelles la position française va bouger. Et d'ailleurs, il l'a résumé en 2 mots. Ce sont les 2 mots, à mon sens, les plus forts de ce discours. La première, c'est que la France reconnaît que la question du Sahara est un enjeu existentiel. Et ça, c'est un mot très important. Existentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer autre solution que la marocanité du Sahara. Oui. Et le deuxième phrase, c'est qu'il va falloir avancer. On avance vers quoi ? On avance vers la marocanité du Sahara. Alors moi, je reste convaincu que tout ce que fait l'ambassadeur Christophe Lecourtier et ce que fait le ministre Stéphane Séjourné, en fait, ce n'est qu'une manière de, entre guillemets, chauffer la scène. Le vrai personnage qui va annoncer la marocanité du Sahara, ça sera dans un cadre solennel, officiel, le jour où Emmanuel Macron effectuera sa visite d'État au Maroc. Donc, personne ne s'attendait. Vous faites référence à cette déclaration aussi d'une relation d'État à État suivie au plus haut niveau, d'ailleurs déclaration faite par notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Oui, et moi je reste convaincu que tout ce qui se passe en ce moment, c'est une manière de chauffer la relation, de briser la glace, de lui redonner une forme de normalité, mais que si on doit assister à un tournant important, à savoir une reconnaissance à l'américaine, pas à l'espagnol. Justement, pourquoi pas à l'espagnol ? Pourquoi vous envisagez plus à l'américaine qu'à l'espagnol ? Voilà, à l'espagnol, d'ailleurs, le ministre Stéphane Séjourné avait un petit peu falsifié, un petit peu, entre guillemets, et ça c'est le mot est gentil que j'utilise dans le sens de tronquer la réalité, en s'adressant au ministre Bourita en disant « Vous le savez personnellement que la France a toujours été un soutien de l'option de l'autonomie ». Sauf que ce que Stéphane Séjourné a oublié de dire, c'est que depuis 2007 jusqu'à maintenant, la France considérait l'option de l'autonomie comme une des solutions sérieuses et viables pour la résolution du conflit. Et quand la diplomatie française parle avec l'Algérie, elle leur dit « Voyez, moi j'ai une de solutions. Donc il y a d'autres solutions sur lesquelles on peut travailler. Oui. » Et donc maintenant, on s'attendait. Alors, la position à l'espagnol, c'est de dire « c'est la solution ». Et quand un pays dit que c'est la solution, il y a une reconnaissance automatique de la marocanité du Sahara. Moi, je suis convaincu que les choses vont bouger dans le bon sens. Et c'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais la France n'a pas le choix. Là, la question qui est posée à la France en ce moment, est-ce que la diplomatie française, à un moment ou à un autre, a cru en la naissance d'un 6e État en Maghreb? Non,
personne en France, y compris les milieux les plus hostiles à l'égard du Maroc. Alors, qu'est-ce qui explique ce maintien, cette non-clarification de la part de la diplomatie française? Donc, c'est tout ça qui va être négocié. Il y a le package économique, il y a la signature des accords stratégiques, il y a toutes ces alliances qui vont se faire dans le sillage de la reconnaissance pleine et entière de la marocanité du Sahara par la diplomatie française. Oui, après, effectivement, si je retiens quelque chose et qui revient, c'est ce concept d'ambiguïté. Mostafa Sahimi. Écoutez, j'ai un avis différent sur ce qu'a dit mon ami Mostafa Tossa et je vais m'en expliquer. Si on prend la typologie des positions des puissances occidentales sur la question du Sahara marocain, qu'est-ce qu'on a? On a au premier niveau la position américaine, décembre 2020, président Trump. On a au deuxième niveau la position espagnole, comme étant la solution. L'autonomie, c'est la... Et on a au troisième niveau une position moyenne que d'un certain nombre de pays qui soutiennent, etc., dont la France. Le problème qui est posé au Maroc, c'est pourquoi la France, compte tenu du fait qu'elle connaît bien ce dossier, le dossier des provinces sahariennes, il y a des cartes, il y a des écrits historiques, il faudra un jour que ça sorte pour voir un peu les choses, comment elles se sont passées. Bien. Il y a aussi le fait que c'est une position à minima. Alors, je sais bien qu'il y a un petit pas, je dis bien un petit pas, qui a été fait par l'ambassadeur français à New York lors de l'explication de vote de la résolution 2703, le 30 octobre dernier. Il a dit soutien, etc. Et il faut que ça avance. Le ministre des Affaires étrangères français a repris cette même formulation. C'était d'ailleurs aussi celle de l'ambassadeur Christophe Lecourtier dans des interviews et des déclarations. Ça avance vers quoi? La question lui a été posée au cours de la conférence de presse, vous le savez. Mais on n'est pas plus avancé, si je puis dire. Pourquoi avancer? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ça reste encore brumeux et fumeux. Il n'y a pas encore cet engagement-là. C'est pas un peu le cachet de la diplomatie française ces dernières années, c'est cette ambiguïté. Encore une fois, ça reste quand même un membre permanent du Conseil de sécurité. Oui, sans doute. Si je puis d'un mot répondre à votre question, je doute personnellement que la diplomatie française ces derniers temps ait beaucoup de lisibilité. On a vu ce qui se passe, la position du président Macron pour le Liban. Il est allé, il a dit dans un mois je reviens, il faut que tout soit réglé. Sur les relations avec Poutine, il a eu 28 heures de communication téléphonique avec Poutine, donc au cours de 13 entretiens, pensant candidement, me semble-t-il, que son plaidoyer allait faire fléchir Poutine sur l'Ukraine. Il y a tout ce qui se passe en Afrique sahélienne. Oui. L'Afrique sahélienne, ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que ça soit une bonne gouvernance, tant s'en faut. Puis sur la question palestinienne, il a commencé par soutenir Israël. Vous savez, c'est ses premières déclarations, il est allé. Et puis maintenant, il est en train de se positionner. Donc, pour moi, il y a de l'ambiguïté, vous avez raison de relever, mais en plus, une incapacité stratégique à définir des priorités. En même temps, il est très difficile de définir les priorités pour le... Oui. Vous vouliez finir oui, si vous permettez. Bien sûr. Alors, les difficultés. Nous observons le produit rendu. Nous ne sommes pas là pour expliquer les tenants et les aboutissants de la diplomatie française. Nous sommes des récepteurs, si je puis dire, et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui est significatif. Je note que sur la question du Sahara marocain, nous n'avons pas d'avancée, de progrès par rapport aux déclarations aujourd'hui du parce que nous sommes toujours dans « il faut avancer ». Pourquoi il n'y a pas d'avancée? Ça implique quoi? Déjà, il parle de parties prenantes. Dire avancer, ça veut dire des propositions, ça veut dire un processus de paix, l'accompagnement et l'influence. La France est membre du Conseil de sécurité. Alors évidemment, elle a réitéré les points du secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire le format, toutes les parties prenantes, etc. Mais il n'y a pas d'initiative. C'est-à-dire nous sommes dans une situation où il n'y a pas de réel progrès. Et c'est pour ça que nous sommes interrogatifs sur ça. Maintenant, je suis en désaccord avec mon ami Mostafa Tossa sur un autre point, si vous le permettez. En 10 secondes, il spécule sur le fait
qu'il y aura une visite d'État du président Macron, ce qui n'est pas, me semble-t-il, dans l'agenda diplomatique des mois à venir, mais je peux me tromper, comme ça m'arrive souvent. Ensuite, il y a le fait que je doute que le président Macron, dans le schéma d'une visite d'État, franchisse le pas et dise oui, donc soutien total à la proposition marocaine comme étant la seule. Pourquoi ? Parce que pèse sur la diplomatie française un certain nombre de contraintes régionales en particulier. En parlant de contraintes régionales, il y a aussi la visite demain à Alger de la secrétaire générale du Quai d'Orsay. Et c'est un hasard. Mohamed Badiliati, oui, d'abord. Est-ce que finalement, ça relève aussi de cela, cette ambiguïté de la diplomatie française, c'est que est-ce qu'on peut plaire à tout le monde ? Le problème, c'est qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Oui. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne souhaite pas sortir de l'ambiguïté car il n'a pas défini de priorité pour son pays. C'est le en même temps. C'est le en même temps, exactement. Et le problème, c'est que le en même temps diplomatique, pour pouvoir le mener, il faut avoir certains instruments. Des instruments à la fois de persuasion ou des instruments de coercition. Ça dépend de la situation. Et là, Emmanuel Macron ne les a pas. Emmanuel Macron ne les a plus parce qu'il voit toujours la France d'une certaine façon. Elle est toujours un pays important, comme je l'ai rappelé, membre permanent du Conseil de sécurité, c'est une puissance nucléaire, etc. Mais elle a perdu de sa superbe. Et d'autres acteurs, notamment si on prend le cas de notre pays, du Maroc, sont des partenaires, qui sont devenus des partenaires très importants, au-delà des partenaires historiques. On est dans une phase, on va dire, d'ouverture et de développement économique, d'accélération, où il y a un certain nombre de pays qui ont envie d'investir au Maroc, qui ont envie d'établir des partenariats avec le Maroc. Et ça, la France a du mal à le comprendre. Et donc, sur la question du Sahara marocain, le fait de ne pas créer de dynamique en étant membre permanent du Conseil de sécurité, parce qu'il y a plusieurs éléments quand on regarde ça d'un point de vue marocain. Il y a le facteur historique, les cartes dont le professeur Sehimi parlait, qui font que, on dit, mais la France a quand même un rôle à jouer. Bien sûr, c'était un territoire colonisé par l'Espagne, mais on sait qu'il y a eu des partages territoriaux entre ce qui est aujourd'hui le Sahara algérien et le Sahara marocain. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que justement, étant membre permanent du Conseil de sécurité, revendiquant une relation d'exception historique, etc., la France devrait faire plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Espagne jusqu'au changement de position de Sanchez. Le Maroc disait, mais vous avez quelque part une dette historique à accomplir, à résorber. Et c'est ce que les Espagnols ont fait, que les Français n'ont toujours pas fait. Et ça pose Pourquoi ? Parce qu'il y a cette visite de la secrétaire générale du Quai d'Orsay à Alger, cette volonté toujours de ne pas fâcher le régime d'Alger, mais en même temps la volonté aussi de ne pas fâcher le Maroc. Et au final, ils se finissent finalement par se fâcher avec tout le monde, puisqu'à un moment donné, il faut quand même choisir. Et si on se place d'un point de vue marocain, c'est comme on le dit toujours, un conflit artificiel qui dure depuis des décennies et le Maroc a besoin d'avancer, le Maroc a besoin de trouver une solution définitive et quand on se borne à répéter, il faut des tables rondes, il faut respecter le processus onusien, on n'a pas besoin de la visite du ministre des Affaires étrangères pour ça. Le Maroc le sait, le Maroc le savait avant la venue de M. Séjourné, et il faut avancer. Donc, il a dit lui-même qu'il fallait avancer. Voilà. Mais le problème, c'est que moi, je peux dire il faut avancer, mais lui, quand il dit il faut avancer, il faut qu'il crée une dynamique. C'est-à-dire qu'il est le ministre des Affaires étrangères, bien sûr, c'est le domaine réservé du président Macron, donc le président Macron doit être celui, quelque part, qui lance une certaine dynamique, et ensuite, à M. Séjourné, d'en dessiner les contours et mettre ça en œuvre avec son homologue marocain, M. Bourita. Alors, il a été question par ailleurs, justement, puisque vous parlez de notre chef de la diplomatie, du ministre marocain des Affaires étrangères, il a évoqué cette question de renforcer l'action commune en Afrique et dans la région du Sahel. Mustapha Tosta, pardon. Alors, avant de répondre à cette question, moi, j'entends un peu ce que disent les deux invités sur le plateau, les deux grands professeurs sur le plateau, et j'ai l'impression, là, depuis Paris, que ces deux éminences, ces deux grands professeurs s'entêtent à bouder leur plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a à peine quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, la relation était glaciale. La relation entre les deux pays était au bord de la rupture.
il n'y avait pas d'ambassadeur, il n'y avait pas de visite ni de dialogue à haut niveau. Et là, les choses sont en train de bouger. Et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas bouder son plaisir et refuser totalement ce qui est en train de se passer. La France est en train de bouger, la France est en train d'accrocher progressivement son wagon à celui de la dynamique internationale, de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc. Donc on ne peut que l'encourager. Moustapha Tossa, si vous permettez, je voudrais juste interpeller justement mes invités. Alors, est-ce que vous boudez votre plaisir de vous réjouir du réchauffement des relations, Moustapha Sahimi, si vous le permettez, des relations entre Paris et Rabat et Paris. Que nous sommes des observateurs de la vie politique, de la vie internationale. Nous sommes, je crois, sans être démenti par mon collègue, nous sommes de l'école réaliste des relations internationales, c'est-à-dire les faits, les réalités. Les faits, je n'ai pas manqué de relever qu'il y avait des petits pas qui avaient été faits, j'en ai énuméré un certain nombre, etc., dans le cadre d'un processus de normalisation. Ce processus de normalisation va-t-il changer qualitativement pour devenir un processus de réchauffement? C'est une question. Et vous mettez un point d'honneur vraiment à faire, à faire la différence entre une normalisation des relations et non un réchauffement. Ben oui, je fais une différence entre deux registres qui sont la normalisation, c'est le fait que les relations reviennent, des ambassadeurs, des visites, etc. Le réchauffement, c'est un stade qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a une volonté partagée, elle existe du côté du Maroc. Elle n'existe pas encore, me semble-t-il, du côté français. Réchauffement, c'est-à-dire de promouvoir un partenariat. Je voudrais ajouter un autre point, si vous le permettez, c'est que le Maroc n'est pas dans une situation de dépendance. Je crois que c'est important de 2024. Le Maroc 2024, le Maroc de Mohamed VI n'est pas une situation de dépendance à tirer la langue et à attendre le moindre signe du Quai d'Orsay, de l'Élysée pour qu'il y ait un réchauffement. Le Maroc avance. Le Maroc est dans une dynamique. C'est une puissance influente, régionale, dans la voie et crédible à l'international. Portée par quoi? Portée par le leadership de souverain. Je peux vous donner, moi, des dizaines de citations et de messages de chefs d'État importants, américains, anglais, espagnols, etc., qui rendent hommage toujours au leadership personnel, politique et diplomatique du souverain. C'est extrêmement important. Et ça, il faut que la France en prenne acte. Nous avons aussi des éléments de convergence, c'est vrai, on va en parler, sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça a été relevé par les deux ministres. Nous avons des approches qui ne sont pas tout à fait convergentes, me semble-t-il, pour ce qui est de la situation au Sahel. On va y revenir. Oui, je l'ai interpellé, mais là, vous avez bifurqué de ma question. Eh ben, je bifurque, vous savez que c'est un défaut. Non, lui d'abord. Après, vous avez surfé sur la même vague. J'ai repris la bifurcation. Je continue. Nous sommes en convergence sur la question palestinienne, etc. Sur ce plan-là, les positions du Maroc sont connues. Et c'est les positions de la France qui ont rejoint celles du Maroc, puisque j'ai relevé les variations de la position du président Macron sur ça. Mais nous sommes en désaccord sur un certain nombre de points qui a été relevé par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de la conférence de presse. Lesquels? Le fait que s'il y a un bilatéral entre les deux pays à renforcer et à refonder, il reste sur la table un certain nombre de dossiers. Lesquels? Les relations entre le Maroc et l'Union européenne, l'application de l'accord de libre-échange, le problème de l'exportation de nos produits agricoles, les achats de céréales. Et le Maroc est arrivé à cette conclusion où nous avons des rapports qui profitent de manière inégale au Maroc et à l'Union européenne. En parlant d'inégalité, je vais quand même donner un commentaire juste sur cette question de la prudence que vous avez adoptée, ou peut-être par un excès de pessimisme, ou par vous ne voulez pas justement profiter de cet élan dans les nouvelles relations bilatérales franco-marocaines? Non, écoutez, comme l'a très bien dit le professeur Sahimi, on est, je pense, lui et moi, issus de l'école réaliste. Donc, c'est pas du pessimisme, c'est une volonté de voir des résultats concrets, d'analyser des faits. On peut avoir une espérance, comme M. Tossa, et on espère qu'il a raison.
Très bien. La seule chose, moi, que je puisse espérer pour qu'on puisse avancer, c'est qu'il ait raison et que nous ayons tort. Mais Stéphane Tosta, vous avez justement, je voulais juste pour qu'il y ait une réponse, et si vous pouviez aussi répondre à ma question. Est-ce que le président, justement, Macron, connaît les codes, notamment de la monarchie marocaine ? Au début, on a beaucoup écrit là-dessus. On a beaucoup dit que Emmanuel Macron, de par son jeune âge, de par une espèce de gestualité et de comportement très libre à l'égard des codes classiques, il avait un petit peu choqué. Il a semblé choqué. Il n'y a pas que au niveau du Maroc ça s'est passé. Ça s'est passé au niveau d'autres pays aussi. Donc c'était une manière un petit peu, une volonté de sa part de moderniser le rapport avec les chefs d'État et des puissances étrangères. Mais après, on lui a dit que les choses ne se passent pas de cette manière-là et qu'il faut un cadre, qu'il faut des codes et tout ça. Mais moi, je reviens justement à cette relation avec le Maroc. Alors, le professeur Shemi donne comme argument que le fait que personne n'a encore parlé d'une visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Même si ça n'existe pas sur l'agenda des mois à venir, une visite d'État, ça se programme par une volonté politique. Si demain, il y a un accord total entre la France et le Maroc, une convergence de vues entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et Emmanuel Macron, la visite d'État se programmera dans la semaine. Et on aura là l'occasion pour Emmanuel Macron de dire, d'incarner ce tournant. Moi, mon optimisme, c'est que il y a une dynamique qui s'est mise à l'œuvre, non pas parce que chacun s'est rendu de ses erreurs, mais chacun s'est rendu compte qu'il était nécessaire l'un à l'autre. Les Français ont besoin du Maroc. Alors, Khadija, vous parlez tout à l'heure du Sahel, de l'Afrique et tout ça. Les Français ont besoin du Maroc, puissance régionale, pour pouvoir, revenir sur les marchés africains, revenir sur le marché de la sécurité, parce que le Sahel a dit à la France, a donné des mauvais signaux à la France et lui a dit de partir. Alors, parallèlement, le Maroc développe une belle relation avec ces pays. Il leur a fait un grand projet ambitieux sur l'Atlantique. Donc, il y a un intérêt commun à parvenir à une forme de gentleman agreement qui serait une coopération intime entre le Maroc et la France sur des projets structurants. Donc, il y a un intérêt français à revenir. Alors maintenant, le dernier truc qu'il faut faire sauter, le dernier blocage politique qu'il faut faire sauter, c'est le verrou de la reconnaissance française de la Marocaine du Sahara. Mais je veux dire, c'est le premier, parce que si je me permets de vous interpeller là-dessus, c'est pas le dernier verrou, c'est le premier verrou, parce que il ne s'agit pas là d'une question existentielle, il s'agit des lunettes avec lesquelles le Maroc regarde le monde et ses partenariats. Donc quand on évoque des partenariats sur 30 ans, alors soit on est vraiment sûr, on a une date qu'on n'a pas divulguée pour vraiment faire l'annonce avec un grand A, ou sinon on gagne du temps, ou Non, justement, Khadija, quand on parle d'une coopération à hauteur d'une trentaine d'années, quand on parle d'une alliance stratégique sur les pays du Sahel, quand on parle d'une volonté de mettre la main dans la main sur des projets économiques structurants, notamment des investissements au Sahara marocain, notamment un encouragement du gazoduc Maroc-Nigeria, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'ambition de rendre plus sereine, plus stable la relation entre la France et le Maroc. D'où l'inévitable nécessité de la reconnaissance française de la Marocaine du Sahara. Et je rajoute à cela, en préparant cette émission, et en essayant de voir dans les réseaux sociaux comment nos voisins algériens ont pu réagir à ce qui a été dit par Stéphane Séjourné, eh bien, il y a un vrai deuil algérien par rapport à ce qui a été acté comme évolution majeure de la position française. Et le fait qu'il y ait cette tristesse, entre guillemets, cette déception algérienne, ça veut dire que les choses vont dans le bon sens entre la France et le Maroc. Oui, c'est la secrétaire générale du Quai d'Orsay qui aura du pain sur la planche demain lors de sa visite à Alger. Oui, Mostafa Shemi. En résumé, je note avec intérêt ce qu'a dit Mostafa Tosta pour ajouter ceci. Il y a une normalisation, j'y insiste. Réchauffement, c'est aléatoire. Ensuite, il n'y a rien de concret.
Quand le ministre français des Affaires étrangères dit « nous allons réfléchir à une stratégie de bilatérale sur 30 ans », franchement, ça me laisse perplexe. Un partenariat avant-garde. D'avant-garde, d'avancée. Ouais. Qui peut en 2024 programmer un partenariat sur 30 ans? Ça, je pense que... président, hein, parce que si on compte en quinquennat... oui, non, je pense que ça, c'est une embardée de vocabulaire, c'est une bavure orale, si je puis dire. Sur 30 ans. Qui c'est qui peut dire sur 30 ans? En revanche, ce que j'aurais aimé que le ministre français des Affaires étrangères dise concrètement, disant « Nous allons réunir dans les prochains mois la haute commission mixte entre les deux chefs de gouvernement, je vais relancer un certain nombre de grands projets et ça aurait été l'expression d'une nouvelle dynamique. » Il a souvent employé le mot de refonder. Refonder, le choix des mots est important. Refonder, ça veut dire que ce qui a été fondé jusqu'à présent n'a pas donné les résultats probants escomptés et que Paris a bien pris conscience de la nécessité donc de réarticuler les rapports avec Rabat sur de nouvelles bases. C'est pour ça que nous sommes attentifs. On espère évidemment des relations privilégiées avec Paris, il y a tant de liens, etc. Mais je voudrais ajouter une dernière observation, si vous le permettez, c'est au niveau de l'opinion publique marocaine. La France n'a plus la même image qu'auparavant. C'est pas qu'au Maroc. Hein. Non, je parle du Maroc. Si je peux juste me permettre. Bien sûr, il y a le Sahel, il y a tout ça, etc. C'est-à-dire que la France n'occupe plus, comme c'était le cas pendant des décennies, pour des raisons culturelles historiques, une place centrale dans l'imaginaire de l'opinion publique, des jeunes, des étudiants, etc. Je note d'ailleurs un tassement des flux d'étudiants vers la France. Ils sont 45 000 et ça plafonne, alors qu'il y a un essor important de nos étudiants en Espagne. Ils sont actuellement 12 000. Espagne, Canada, Allemagne, etc. Il y a quelque chose qui a été fabriqué par les 2 ans de tension qui conduit à une nouvelle approche des relations bilatérales, des liens solides, étroits, stratégiques, etc. Mais c'est important qu'il y ait cette réserve, si vous voulez, culturelle que je fais psychologique. C'est un élément dont il faut tenir compte, me semble-t-il, à l'avenir. Qu'en est-il justement de l'autre côté? Parce que vous avez parlé de cette perception des Marocains, de cette France, et de ces relations entre... Comment les Français voient-ils justement cette politique étrangère de leur pays? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui... Est-ce qu'il est bon d'être français et de se dire nous sommes encore une puissance régionale et que, effectivement, c'est la seule puissance nucléaire en Europe après le Brexit? Donc, est-ce que c'est finalement, c'est un peu aussi... est-ce que la France n'est pas en train de récolter des années de failure, d'échecs, notamment sur... un mot encore, si vous le permettez. Sur sa politique étrangère. Un mot. Non, mais il faut que je finisse mon développement. C'est pas équitable pour les autres. Non, mais ils m'ont donné un crédit de 20 secondes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui participe à la fabrication de cette détérioration de l'image en France? 1, l'islamophobie. 2, l'instrumentalisation de la question migratoire. C'est extrêmement important à dire. Voilà ce que je voulais Est-ce que c'est l'une des questions qui font que les relations, de par l'opinion publique, les 2 opinions publiques respectives, se détériorent, ne s'améliorent pas? Il y a les éléments que le professeur Simi a évoqués, et je rajouterai aussi autre chose, c'est qu'il y a le problème d'élaboration dans la politique étrangère de la France depuis un certain nombre d'années. Déjà avant même Emmanuel Macron, je dirais depuis le départ de Jacques Chirac de l'Élysée, il y a une absence, on va dire, de crédibilité, de vraie vision claire de ce qu'ils veulent faire ici et là. Et il y a un autre élément aussi, c'est la détérioration économique. C'est-à-dire quand on a un pays qui a ce niveau de dette, 3 000 milliards de dette, 100% du PIB, quand on voit la balance commerciale qui est déficitaire chaque année avec des niveaux records, quand il y a des problèmes ici ou là sur le plan international, tous ces éléments font que l'image de la France, sur le plan international et au Maroc évidemment, est une image qui... ils en pâtissent, ça c'est quelque chose de tout à fait logique. Et il y a ce problème-là d'avoir une élite politique, une classe politique, aussi bien à droite qu'à gauche quelque part, qui continue de s'exprimer comme si la France restait une puissance
très importante. Elle est importante, mais elle n'est plus très importante. Et ça, c'est si vous voulez, le problème dans la manière de se percevoir. C'est-à-dire qu'en même temps, pour reprendre le vocabulaire macronien, les Marocains et le Maroc, eux, se perçoivent désormais de manière différente. Et c'est le Maroc de Mohamed VI, la vision éclairée du souverain, le leadership, etc. Et dans le même temps, les Français, eux, continuent de se percevoir de la même manière, alors qu'ils ne sont plus perçus de la même manière. Donc, quand on parle de relations internationales, on parle bien sûr d'enjeux stratégiques, on parle aussi de rapports de force, mais aussi comment est-ce qu'on se perçoit et comment on est perçu par les autres, qui est très important. Et c'est un problème quelque part aujourd'hui pour la France et qui va continuer après Emmanuel Macron. Au-delà de la relation franco-marocaine, le vrai problème pour les Français et pour la France en tant que pays, ça va être comment est-ce qu'ils vont se positionner, comment est-ce qu'ils vont construire une politique étrangère cohérente avec leurs forces, leur vraie force et aussi leurs faiblesses actuelles. Leur faiblesse notamment sur le continent, sur le Sahel, mais pas que, en Afrique de l'Ouest aussi, on le voit aujourd'hui. On plie bagages, qui aurait cru que la France serait sommée de plier bagages. Et la perte d'influence au Proche-Orient. Et la perte d'influence au Proche-Orient, et on l'a vu avec ce qui se passe, les malheureux événements de Gaza. Bon, Mustapha Tossa, on va peut-être finir par cet agenda dans le pipe. Bruno Le Maire attendu vers fin avril. Il y a aussi le président du Sénat français, Gérard Larcher, qui est attendu aussi en visite officielle, selon RFI. Je cite parce que bon, il n'y a rien d'officiel de notre côté. Rachida Dati. Vous m'appelez. Non, ça a été cité, le nom a été donné par le ministre des Affaires étrangères français. Oui, donc une série de visites d'officiels qui seraient annonciatrices de quoi, en fait? Alors justement, lors de la conférence de presse de Stéphane Séjourné avec Nasser Bourita, il y a eu une espèce de bafouille diplomatique et politique que si elle est relevée par les médias français, elle figurerait bien comme il faut dans un petit peu le bêtisier. Vous vous rendez compte que Stéphane Séjourné a dit texto « J'ai demandé à Rachida Dati et à Bruno Le Maire d'effectuer des visites au Maroc ». Il parle comme si c'était lui-même le chef du gouvernement, alors qu'un ministre des Affaires étrangères ne demande pas aux autres ministres de venir. Alors, est-ce que c'était une bafouille, est-ce que c'était une maladresse? Mais en tout cas, il a dit ça et j'espère que pour lui, ça ne va pas être relevé par les médias français. Et peut-être ça rajouterait un petit peu une forme de moquerie déjà à son pied d'égal parce que n'en sera pas sa première. Et n'en manque pas en ce moment. Alors pour ce qui est des visites, oui, il y a aussi la visite de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, cette visite-là a ouvert un petit peu les vannes pour un regain d'activité diplomatique entre les deux pays. Il va y avoir de nombreux ministres qui vont venir en France, de nombreux ministres marocains aussi qui vont venir au Maroc, de nombreux ministres marocains qui vont venir en France. Donc tout ça pour concrétiser un petit peu ce rapprochement et ce réchauffement dans l'optique de préparer les grandes retrouvailles. Et moi, je continue de croire que les grandes retrouvailles ne peuvent se faire que si demain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI effectue une visite d'État en France ou si Emmanuel Macron effectue une visite d'État au Maroc. C'est les retrouvailles et les grandes déclarations d'amour et les grands tournants politiques se concoctent et se disent et se fabriquent à l'occasion de ces visites. Donc voilà, donc il y a une dynamique qui est à l'œuvre. On va se redécouvrir sur le plan économique, même si, il faut l'avouer, la crise froide entre Paris et Rabat n'a pas touché profondément les échanges économiques entre l'activité économique entre la France et le Maroc. Elle les a ralentis, c'est sûr, mais elle ne les a pas atteints au cœur. Donc, toutes les statistiques montrent qu'il y a quelque chose qui a été préservé, qui a été conservé par la force de cette relation extrêmement importante entre les deux pays. Alors, les prochaines visites vont participer à magnifier davantage cette relation économique et à donner chair à ce nouveau partenariat stratégique, mais avec au bout ou avec en titre principal que la France d'Emmanuel Macron puisse reconnaître totalement, pleinement la marocanité du Sahara
pour que ce dossier soit définitivement clos. Parce que, je rajoute simplement une phrase, si demain la France reconnaît la totalité, la marocanité du Sahara comme les États-Unis, ce dossier sur le plan international est définitivement clos et personne ne parlera ni de Polisario, ni d'aventure séparatiste, ni d'Algérie et de Polisario. Ce dossier fera partie du passé. Merci Mustapha Tossa. Dernière question, messieurs. On a un peu moins de 2 minutes. Est-ce que la relation de confiance peut être rétablie avec cette condition sine qua non? Mustapha Sahimi. La confiance, c'est comme l'amitié, c'est des actes. Il faut donc, on va voir dans la pratique diplomatique française si cette exigence de principe, la confiance, va être respectée. Évidemment, il faut se féliciter de ce processus qui est en marche, etc. Mais en étant en veille et en veille vigilance, en résumé, wait and see, et on verra. Avec le réalisme. Oui, toujours. Mohamed Badiliati, oui. Alors, moi, je continuerai en disant qu'en fait, entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, comme disait le général de Gaulle. Oui. Donc, il faut avoir une vision un peu gaullienne, si on me permet l'expression, de notre relation avec la France. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci Mohamed Badiliati, oui, Mustapha Sahimi. Merci à vous. Merci à vous aussi, Mustapha Tossa. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée.